Bien, on reprend merci de respecter ce rythme qui est un peu serré. Toujours dans la même logique du rebond, donc vous avez vu un paysage macroéconomique tracé par Denis, une approche nuancée, très factuelle, très quantitative, mise en avant par Paul-Antoine. Et nous en arrivons à une table ronde, je vais dire ça comme ça, c'est pas tout à fait ça, qu'on a désiré monter avec Mathieu, parce que nombre d'informations et d'expérimentations sur le terrain nous remontent, que nous accompagnons. Bon, sur la décarbonation au sens général, méfions-nous de ce terme. On a donc décidé de mettre autour d'une table d'abord nos amis de Carbone 4 qui ont travaillé, depuis de longues années sur l'accompagnement stratégique et énergétique de certaines filières, dont la nôtre. Puis, évidemment, il nous a semblé nécessaire d'avoir la régulation par Mathieu. Mathieu, qui, vous le savez, accompagne les entreprises du secteur depuis si longtemps et qui a les outils à sa disposition et qui est aussi un homme de la sensibilisation, qui fait beaucoup de webinars sur le sujet, pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière les mots. Nous avons de très grands adhérents aujourd'hui qui sont en pointe sur le sujet, dont un qui est représenté ici, qui est un membre éminent de l'UNIC, donc qui nous a, si je puis dire, avec lequel on travaille, y compris sur des unités étrangères, étrangères, je veux dire, hors de notre périmètre national. Donc vous voyez, Mathilde, pour Paragon, est un référent pour nous. Et puis, Aude, pourquoi ? Parce qu'elle est dans l'intermédiation. Et évidemment, c'est une femme de la fibre, mais c'est aussi une femme du conseil à nos adhérents. Et on verra aussi que dans toute cette approche qu'on a organisée, on fera sortir des constats. Et toujours dans la même logique, le rebond par la production vertueuse. C'était le rebond tout à l'heure sur le levier économique, fiscal et diversification. Là, c'est le rebond par la production vertueuse. Tout à l'heure, ce sera le rebond pour réguler l'IA et se l'approprier de manière intelligente. On va le voir avec un expert mondial qui est ici. Pour moi, c'est extrêmement... j'en suis fier. Je laisse la parole d'abord à Mathieu, et puis ensuite, il y aura la présentation en effet de Carbone 4. À vous, mon Mathieu. Merci Pascal. En effet, on a souhaité organiser une table ronde sur le carbone. L'idée, c'est de faire un tour d'horizon, une visite guidée plutôt en 1 heure de ce qui se passe autour de la transition bas carbone. On entend beaucoup parler, on a beaucoup de demandes clients. Nous avons un outil à l'UNIC, on reviendra dessus tout à l'heure, ClimateCal, qui est un outil fait par les imprimeurs pour les imprimeurs qui permet de calculer l'empreinte carbone d'un site et des produits. Et donc, nous avons voulu mettre un peu en perspective et vous donner quelques clés d'éclaircissement sur ces sujets et voir un petit peu ce qu'on peut faire et qu'est-ce que c'est en fait déjà quand on parle de transition bas carbone. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Hugues-Marie de Carbone 4 qui va intervenir. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, super. Alors, on va passer à la suite. Et donc, effectivement, on va parler, dans un premier temps, avant de rentrer dans des enjeux de calcul d'empreinte carbone, de production bas carbone, de se poser la question mais en fait, dans un monde bas carbone, déjà, est-ce qu'il existe ce monde bas carbone ? Et puis, quelle est la place pour le bois, le papier, la pâte à papier dans ce ou ces mondes bas carbone ? Est-ce qu'on est en train de parler de se faire harakiri et puis chacun va trouver d'autres occupations ? Ou est-ce qu'il y a une place pertinente pour vos activités ? Voilà un peu de quoi on va parler. On va essayer de planter ce décor. Et puis ensuite, effectivement, dans ce décor-là, quelles actions de décarbonation par les personnes qui sont à ma droite ?
Voilà un petit peu l'ordre du jour. Et dans un premier temps, effectivement, parler de quelle transition bas carbone, parce que en réalité, ce n'est pas un chemin univoque. Alors déjà, remettons-nous très rapidement les idées en place de déjà le cheminement, transformer notre économie pour la décarboner, n'est pas la seule option possible devant nous. Et qu'est-ce qui va différencier ces options possibles, ces futurs possibles devant nous ? En tout cas prioritairement sur le sujet du climat, les émissions de gaz à effet de serre qu'on va émettre entre maintenant et les prochaines décennies. Selon ces émissions qu'on va émettre et qui vont s'accumuler dans l'atmosphère, on va aboutir à l'horizon de la fin de ce siècle, à une évolution de la température moyenne à la surface du globe, comprise entre plus 1,5, mais là, il faudrait vraiment qu'on réduise très rapidement dès maintenant, à plus 4, plus 5 degrés. Et c'est ce que vous voyez matérialisé par ces courbes qui sont derrière moi. Et donc, pour la faire simple, si on continue comme aujourd'hui à faire croître nos émissions de gaz à effet de serre, et à la fin du siècle, on est plutôt sur une trajectoire à plus 4, plus 5 degrés. Tandis que si on active maintenant rapidement, fortement, de manière aussi cohérente la décarbonation, on va baisser nos émissions de manière graduelle et on arrivera à limiter le dérèglement à entre plus 1,5 et plus 2 maximum. Le sujet, c'est qu'en fait, ce n'est pas juste un sujet de j'ai un peu plus chaud l'été sur la plage ou dans mon appartement. C'est un sujet, parce qu'on se dit plus 1 degré, ça peut sembler anecdotique, anodin. En réalité, et on commence à le vivre dans notre chair, ce sont des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Je ne vais pas revenir dessus, mais en tout cas, on a tout intérêt, nous, humanité, et puis nous, ensuite, acteurs économiques, à préserver la stabilité du système climatique tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce que c'est la première des garanties quant à la capacité à poursuivre nos activités demain. Quand votre usine se prendra sur le coin de sa tête une inondation, puis enchaînée par des canicules qui rendent les conditions de travail sur le site compliquées, puis ensuite, j'en passe des meilleurs, ça devient à ce moment-là un petit peu complexe, surtout quand la matière première qui rentre dans les usines pour produire de la pâte à papier, elle-même souffre, et je vais y revenir un petit peu après. Alors, nous, on a travaillé effectivement, côté carbone 4, on a travaillé ces dernières années avec la filière forêt-bois, avec France Bois Forêt, le Codifab, Copacel, pour essayer de réfléchir à une question qui semble simple sur le papier, mais qui n'est pas si simple dans la réalité, c'est quelle serait la place pertinente pour la filière et toutes ses activités dans une France, dans une Europe, dans un monde qui cherche à se décarboner pour limiter à plus de degrés maximum l'évolution de notre climat. Sachant que cette filière, elle a finalement pas mal d'atouts à ce titre-là, mais elle participe aussi du dérèglement climatique. Elle participe parce que chacune de ses activités industrielles, de la première à la deuxième transformation, en passant par la mise sur le marché de vos produits, émet des gaz à effet de serre. Et ça, on peut les réduire, on va en parler après. Mais la matière première que vous mobilisez, le bois qui pousse en forêt, premièrement, ce matériau-là peut être moins carboné que les alternatives utilisées, par exemple, dans certains secteurs comme la construction. Vous construisez un bâtiment en bois versus en béton-acier, le coût carbone des matériaux de construction engendrés dans votre bâtiment va être très significativement inférieur pour le bâtiment en bois que pour son alternative béton-acier. Donc, il y a une capacité à décarboner l'économie par la mise sur le marché de vos produits et, si possible, si on peut faire croître cette mise sur le marché, eh bien, on va décarboner plus les usages. Et puis, le dernier volet, c'est que la forêt, quand elle pousse, elle stocke du carbone, pour peu que la forêt soit bien gérée durablement. Mais comme l'a dit Paul-Antoine tout à l'heure, en Europe, c'est effectivement le cas. Donc on n'a pas de sujet, on n'est pas en Amazonie ou en Indonésie ici. Et donc à ce titre-là, cette filière, elle a quand même beaucoup d'atouts. Le sujet, c'est qu'à chaque fois qu'on va tirer sur un curseur, on va bouger les autres. Si par exemple, je veux très fortement croître la mise sur le marché de mes produits, il va falloir plus récolter en forêt, peut-être au prix de la réduction trop forte du puits de carbone permis par la croissance de cette même forêt. Vous voyez bien que tout est interdépendant, et donc le but du jeu, c'était de trouver cet équilibre entre ces différentes contributions de la filière à l'atteinte de la neutralité carbone française horizon 2050. Pour ça, on a regardé, dans ces volontés d'atteindre une économie décarbonée, 2 chemins contrastés, différents, pour refléter la variété des possibles quant à l'atteinte de cet objectif.
Un premier qui, pour le dire simplement, on l'a appelé techno-optimiste, mais qui, globalement, mise beaucoup sur des évolutions technologiques, voire même certaines fois des ruptures, qui permettent de décarboner nos activités sans qu'on ait à trop changer nos modes de vie, à nous, habitants dans des pays occidentaux à haut niveau de développement. Le scénario sobriété n'est pas un scénario anti-techno. On n'est pas là où on va aller casser les machines. Par contre, c'est un scénario qui ne mise moins sur le progrès technologique et surtout ne mise pas sur des ruptures technologiques dans les prochaines décennies pour décarboner. Et à ce titre-là, une partie de l'effort qui n'est pas faite par les machines va être faite par nous, dans nos modes de consommation, qui effectivement adoptent des comportements de consommation plus sobres qu'aujourd'hui. Voilà un petit peu les deux chemins contrastés qu'on est venu regarder. Et je ne vais pas je ne vais pas commenter tous les chiffres qu'il y a sur cette diapo, mais juste pour vous dire que dans ce travail, finalement, ça nous a amené à essayer d'anticiper les évolutions de demande dans les différents compartiments de demande de cette filière. Alors, on a la partie construction-rénovation, la partie ameublement, la partie emballage bois, on parle par exemple des palettes en particulier, la partie bois-énergie, et celle qui vous intéresse, la partie papier-carton. Donc on a fait ce travail-là pour chacun des composantes de cette filière, et ce, dans nos deux scénarios, sobriété, pro-techno, et ce, à différents horizons de temps, horizon 2030, horizon 2050. Quand je me focalise sur la partie papier-carton, globalement, ce que vous avez représenté ici, c'est l'évolution de la demande. Donc dans notre scénario pro-techno, on a une demande qui croît légèrement. Dans notre scénario sobriété, on a une demande qui baisse légèrement par rapport à aujourd'hui. Donc déjà, on n'est pas dans des évolutions ultra marquées, 1 x 2 ou 1 divisé par 2. Ça, c'est le premier élément à retenir. Mais on va rentrer derrière un peu plus dans le détail parce que, à consommation qui évolue, ça ne veut pas dire que pour vous, acteurs aussi de la mise sur le marché, de la production de ces produits, eh bien, ça veut dire que votre activité serait orientée dans la même direction. Alors, pourquoi ça ? Eh bien, on va rentrer un peu plus dans le détail, et ça, je vais... Voilà. Alors, il va y avoir quelques chiffres, mais je vais essayer de vous raconter l'histoire autour de ces chiffres de la manière la plus simple possible. Vous le savez, pour produire les produits que vous mettez sur le marché utiles pour les usages autour de l'impression, d'abord, tout commence en forêt avec du bois qui pousse, enfin des arbres qui poussent, et puis on va venir récolter, faire des récoltes en forêt, et comme le disait Paul-Antoine tout à l'heure, des forêts qui ne sont pas sous cloche, mais qui sont, gérées durablement, mais avec des finalités également autour de la production de produits qui servent des besoins de l'économie et des hommes et des femmes qui composent nos sociétés. Alors, la ressource en bois appelée aujourd'hui, quand je parle d'aujourd'hui, on parle de l'année 2019, qui était l'année de référence de notre travail. On parle de à peu près un peu moins de 9 millions de mètres cubes de bois, ou entre 6 et 7 millions de tonnes de bois appelés pour servir les besoins du secteur papier-carton. Ce bois, il va être effectivement ensuite transformé vers de la pâte de cellulose, la pâte de bois. Et vous voyez que déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est que la production donc là je suis sur le graphe au milieu, la production de pâte de bois en France est très inférieure, enfin significativement inférieure à la consommation de cette même pâte de bois, et donc avec un solde import-export qui est très fortement déficitaire aujourd'hui. On importe beaucoup plus que l'on exporte. Cette pâte à papier, donc on va dire vierge, neuve, elle va être mise effectivement sur le marché, aux côtés des papiers cartons à recycler, les deux combinés servant effectivement la production de papier carton qui, in fine, va composer les produits que vous vendez à vos clients. Cette production, le solde de la balance est effectivement là encore déficitaire parce qu'on produit moins que ce qu'on consomme en France à la fin de la décennie 2010, avec donc des exports qui sont inférieurs aux imports. Voilà la photo. Et maintenant, tout le jeu, ça a été de regarder facteur par facteur, donc élément là, de l'équation, par élément de l'équation que je vous ai présenté, les évolutions possibles dans nos deux scénarios. Alors ce que je vous montre là, ce ne sont pas des prédictions. Je ne suis pas Madame Irma avec une boule de carbone dans laquelle je vois le futur, et vous pouvez maintenant parier toutes vos économies sur ce que je viens de vous dire ce matin. Ce travail-là, c'est de la prospective. La prospective, ça consiste à réfléchir, et si l'économie évoluait dans ce sens-là, alors quelles en seraient les conséquences pour mes activités à moi, par exemple dans le secteur papier-carton. Je vous invite à cette modération intellectuelle parce que sinon vous pourriez me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Donc,
Maintenant, on va repartir du bout de ce que je vous ai présenté juste avant, et on va repartir de la consommation totale de papier carton. Alors, dans nos deux scénarios, elle évolue pas exactement de la même manière. Vous voyez légèrement à la baisse dans notre scénario pro-techno, légèrement à la hausse dans notre scénario sobriété. Ce qui explique ce contraste, c'est la dématérialisation qui est plus poussée dans un scénario pro-techno que dans un scénario sobriété, qui ne va pas vers forcément le tout numérique, dans une vocation de sobriété numérique. Deuxième facteur, les importations, enfin la balance import-export. Et dans les deux scénarios, par contre, en collaboration, enfin on a beaucoup coopéré avec les acteurs de la filière pour poser ces hypothèses, on a posé l'hypothèse d'une rebascule, si vous voulez, de ce solde, et pour devenir exportateur net, c'est-à-dire que les exports moins les imports soient strictement positifs, dans la décennie 2030-2040, aux alentours de 2035-2038 selon les scénarios. Et on va voir les conséquences après sur le sujet de la réindustrialisation que Paul-Antoine évoquait juste avant. Et je le redis, c'est un scénario, il y a des conditions de succès associées à la mise en œuvre de ce scénario qui sont aujourd'hui pas forcément garanties vu notre fenêtre 2025. Mais voilà l'histoire qui est derrière, une histoire de maîtrise accrue de notre balance commerciale sur ce sujet papier-carton. Ce qui arrive à la conséquence qu'il y ait une production totale de papier-carton en France qui est croissante dans les deux cas. Parce qu'effectivement, vu qu'on va moins miser sur des importations, il faut reproduire chez nous. Même si la demande dans le scénario, vous voyez, pro-techno, c'est de tout en haut, même si cette demande est légèrement baissière, il faut produire plus quand même chez nous. Alors, ensuite, ok, il faut produire plus chez nous. Donc on retrouve les mêmes chiffres sur les graphes de gauche, entre 9 et 10 millions de tonnes de papier. Mais il y a un facteur, c'est que vous l'avez vu tout à l'heure, dans les produits papier-carton, il y a une très forte composante de recyclage de ces papiers, déjà présente aujourd'hui, et qu'on a projeté dans ce travail-là. Mais vous voyez que cette, on va dire, évolution du recyclage, elle est ambitieuse parce qu'elle suit vraiment l'évolution de la production dans le scénario pro-techno, dans le scénario sobriété, pardon, celui du bas. Par contre, dans le scénario pro-techno, celui du haut, le recyclage va croissant en volume, mais moins fortement que dans le scénario sobriété. Et donc, l'écart entre la production et ce qui est appelé, enfin ce qui est plutôt sourcé via du recyclage, s'accroît. Et donc, à ce titre-là, la consommation de pâte de cellulose dans le scénario pro-techno, celui du haut, est amené à croître, parce qu'à production croissante et avec un recyclage qui ne suit pas complètement le rythme, il faut bien combler ce trou, et c'est de la pâte de cellulose qui vient le combler, donc production croissante, alors que dans le scénario sobriété, les deux courbes se suivent fidèlement, et donc on n'a pas besoin de produire plus de pâte de cellulose pour servir ce besoin croissant. J'en continue. On était sur la consommation totale de pâte de cellulose, qui était croissante dans notre scénario pro-techno, stable dans notre scénario sobriété. Pareil, import-export, cette pâte, on peut l'importer et on peut aussi l'exporter. On est venu faire là, par contre, un travail contrasté, c'est-à-dire que dans notre scénario pro-techno, on est plutôt sur une tendance où on importe de plus en plus, alors que dans notre scénario sobriété, là, on renverse la vapeur et on vient produire beaucoup plus fortement cette pâte sur le sol national. Et donc forcément, ça a une implication sur la production totale de pâte en France, qui est stable donc dans le scénario pro-techno, alors qu'elle est croissante dans notre scénario sobriété. Et une fois que j'ai dit tout ça, forcément la conséquence, c'est l'appel en bois pour produire cette pâte, qui est croissant dans le scénario sobriété, parce qu'on produit plus de pâte sur le sol national, alors qu'elle est stable dans le scénario pro-techno, parce que, vous l'avez vu, la production de pâte sur le territoire national reste stable. Voilà un petit peu, si vous voulez, beaucoup de chiffres, mais pour vous dire une chose, finalement assez simple, c'est que à l'introduction que je vous ai faite, qui est, vous voyez, la consommation de papier carton, elle est stable, légèrement haussière ou un peu baissière selon les scénarios, et au final, pour les activités de cette chaîne de valeur, on est plutôt sur des activités croissantes, que ce soit de la production de pâte de papier, de la production de papier carton, la filière du recyclage de ces papiers et cartons, pour effectivement venir mobiliser ce besoin tel que matérialisé dans nos scénarios. Donc, tout ça pour vous dire que, malgré le fait qu'on ait réfléchi avec une contrainte très forte, qui est celle de la décarbonation et de l'atteinte de la neutralité carbone en France en 2050, la conclusion, c'est que vos métiers, ils ne sont pas voués à disparaître. Et l'utilité de vos métiers
et n'a pas vocation non plus à disparaître dans ces scénarios. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez intéressant, parce que parfois, on peut accoler au, on va dire, message général de la décarbonation, un message un peu suicidaire, un message un peu de harakiri économique, un message de chacun faisons défection de notre système de société, rentrons dans notre maison et idéalement avec notre jardin à cultiver, et puis voilà, le reste, on verra bien comment ça se passe. Là, c'est pas du tout ça que ça dessine à toutes les composantes, à tous les maillons de cette chaîne de valeur. Alors par contre, comme Paul-Antoine l'a dit tout à l'heure, il y a des conditions liées à la réalisation de ce type de scénario, en particulier autour de la réindustrialisation, qui ne sont pas simples, à commencer par la compétitivité du prix de l'énergie, qui sont à réunir. Et un point important de conclusion, de recommandation de ce travail qu'on a porté au pouvoir public, ensemble, main dans la main avec la filière forêt-bois, donc avec France Bois Forêt, le Copacel et le Codifab, c'était de typiquement pouvoir aussi donner des gages de compétitivité à cette filière en fléchant une partie du bois énergie vers l'autoconsommation de ce bois énergie par les acteurs de la filière pour leur permettre une meilleure compétitivité, en particulier autour des besoins de séchage des produits. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin pour planter un peu le décor. Donc, décarbonation, ce n'est pas un signe égal avec vous disparaissez, cette salle devient vide dans 30 ans. Mais pour y aller, il faut effectivement activer cette décarbonation. Et ce dont je n'ai pas encore parlé, c'est vous, acteurs de cette filière, comment vous pouvez vous-même réduire vos propres émissions pour participer à cet effort général de décarbonation. Et là, je vais céder la parole à mes collègues de droite pour qu'elles vous expliquent un petit peu ce qui peut se passer dans la vraie vie d'une industrie de ce secteur. Merci Hugues-Marie. On a vu une approche assez macro de la chose. On a l'habitude d'accompagner donc à l'UNIC les imprimeurs au sens très large sur les aspects de décarbonation. La difficulté, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on en fait concrètement. Parce que c'est bien de calculer, mais derrière, comment je peux réduire et quelles actions je mets en place. Et là, ça devient compliqué, parce que quel choix je vais choisir. Climate Calc, c'est l'outil de branche, c'est l'outil des imprimeurs qui sert à calculer l'empreinte carbone des imprimeurs, des imprimés, des sites de production. C'est un outil européen qui a été développé avec Intergraph, qui est basé sur un référentiel, le GHG protocole, qui permet de mettre tout le monde d'accord. Pourquoi je vous raconte tout ça, et je ne vais pas rentrer dans de la technique pratico-pratique, mais on parle de 3 scopes. On parle du scope 1, scope 2, scope 3. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le scope 1, c'est l'usine et c'est ses véhicules. Voilà, elle génère des émissions de CO2. Pour que l'usine fonctionne, on vient intégrer de l'énergie. Scope 1, scope 2, c'est très bien. Le problème, c'est que le gros de l'empreinte carbone, elle va se situer au niveau du scope 3. Le scope 3, c'est quoi? C'est tous les entrants, notamment le papier, le carton, les plaques, les encres, tout ce qu'on peut utiliser et ce qu'on fait, les trajets domicile-travail, etc., dans l'entreprise. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'on a une pression qui repose sur nous, en tout cas l'UNIC, sur l'outil. On avait en 2022 20 utilisateurs de Climate Calc, on a dépassé les 150 en France cette année. C'est croissant, mais c'est pas parce qu'on a eu une conscience écologique et qu'on est tous partis vers une trajectoire carbone décroissante. Non, c'est parce qu'on a une pression des clients. Les clients, vos clients, ces grands comptes, eux aussi, ont une obligation réglementaire et notamment cherchent à réduire l'empreinte environnementale de leurs entreprises. Et donc, ils viennent voir les imprimeurs. Pourquoi? Parce que vous vous situez dans le scope 3. Et donc, on a souhaité réaliser cette table ronde ou ces échanges. Pourquoi? Parce que justement, on va mettre en avant et en parallèle les leviers. Et justement, tout au long de la chaîne de valeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette empreinte carbone? Encore des chiffres. On va se concentrer sur quelques chiffres. Alors là, j'ai fait un extrait et c'est un réel compte Climate Calc. Donc, c'est un vrai bilan. Bilan carbone, bilan des émissions de gaz à effet de serre d'un imprimeur. Donc vous avez plein de chiffres, on voit le scope 1, scope 2, scope 3. Si je prends juste le scope 1, scope 2, voilà, on est à 5 et 4, 9% des émissions de CO2. Très bien. Le gros des émissions de CO2 va se situer en scope 3. Et dans le scope 3, si je détaille, vous avez le petit graphique sur le côté, on va s'apercevoir que le gros, c'est le support. Donc j'ai détrié par ordre de grandeur. On va retrouver le support en premier.
Deuxième, c'est les plaques. On est chez un imprimeur offset traditionnel, offset numérique. Voilà, beaucoup de calage. On utilise de la plaque. La plaque, forcément, c'est de l'aluminium, va avoir un impact carbone. Certes. Le papier, il faut qu'il arrive à l'usine. Donc ce à quoi, quand on calcule l'empreinte carbone, on vient chercher l'empreinte du support, mais également sa logistique, son transport. C'est le troisième poste qu'on voit sur le graphique. Donc en fait, pour avoir vraiment l'empreinte carbone, on va dire, du papier, de ce qu'on achète, des supports, il faut prendre ces deux données-là, la production et le transport. Ça représente 70% de l'empreinte carbone d'un imprimeur, de cet imprimeur en l'occurrence. Donc le premier des leviers, moi les imprimeurs me disent c'est bien, j'ai calculé mon empreinte carbone, qu'est-ce que je peux faire? Où je mets l'action? Je vais travailler sur les trajets domicile-travail, etc. Oui, très bien. Trajet domicile-travail, je me situe autour de 2%. C'est une des premières actions les plus visibles. Il ne faut pas la négliger, toutes les petites actions sont bonnes à prendre, mais il faut peut-être déjà commencer sur un sourcing achat. Et c'est vrai qu'on commence à avoir cette tendance où les imprimeurs vont commencer à s'intéresser à ce qui se passe derrière lorsqu'on doit choisir des supports. Donc avec Lohan qui est présent dans la salle, on a neutralisé les différentes références papier, des papetiers. On est parti sur différentes sortes de papier couché. Donc comme je vous l'ai dit, on va avoir à la fois un site de production qui va produire du papier, qui géographiquement est basé dans un pays. On va avoir donc la production papetière qui va avoir un impact, mais également son transport. En fait, c'est la somme de ces trois éléments qui vont permettre de calculer l'empreinte carbone d'un support. Donc nous, on va s'appuyer sur des données qu'on récupère des papetiers, que ce soit les données Paper Profile, que ce soit la méthode CEPI. Voilà, il y a différentes méthodes de calcul. On va intégrer toutes ces données-là dans l'outil et on va faire un tri et on va commencer à regarder quels sont l'impact des supports selon le choix que l'on peut prendre. Donc là, vous avez différents types de papier couché. On va durcir un peu la situation. Là, maintenant, je vais m'intéresser à la même référence papetière. Avant, on était sur des papiers couchés, mais différents papiers. Là, je suis sur le même papier. Sauf que ce papier, il est produit dans 3 usines en Europe. Et selon le choix de l'usine, je vais avoir un impact qui va être différent. Pourquoi? Parce que je reviens à mon calcul chez l'imprimeur sur comment je calcule mes émissions de CO2 et au scope, etc. Je vais avoir ma production papetière qui consomme bien sûr de l'énergie. Cette énergie est achetée sur un site de production qui est basé dans un pays. Ce pays, il va être plus ou moins carboné. Et en fait, on a extrait justement, là, vous l'avez, alors c'est donné 2023, vous pouvez aller sur ce site, il est fabuleux, c'est Electricity Map, je ne sais pas de pub à faire. Electricity Map, c'est un site qui permet justement de voir en situation réelle ou sur une année les consommations énergétiques, mais également les bascules qu'il peut y avoir, la vente d'énergie renouvelable entre pays. C'est-à-dire qu'un pays qui est hyper carboné à l'instant T, peut-être que demain, il peut s'améliorer juste au travers des échanges d'énergie par les marchés. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que les Pays-Bas, je suis à 301 grammes de CO2 par kilowatt, l'Autriche, 169, la Belgique, 178. Donc juste le choix où m'intéresser à où se situe l'usine de production, d'où ça provient, je vais pouvoir influencer ou influer sur l'empreinte du support, qui représente, on revient en arrière, 80% de mon empreinte carbone chez un imprimeur. Donc le premier dépensement, ça va être de travailler justement sur cette approche-là. Cette approche-là, elle n'est pas simplement de « oui, alors j'ai des papiers hyper carbonés, il faut que je les supprime ». Non, c'est dialoguer, c'est discuter. Moi, j'ai l'habitude de dire, et ceux qui ont déjà vu des conférences, ce qui nous convenait, ce qui va se passer, c'est la transparence demain. On va être obligé d'être transparent sur tout ce qu'on fait. Et notamment, on a un besoin d'avoir de la transparence sur toute la chaîne de production, de l'imprimeur au papetier, mais également aux parties prenantes, pour savoir exactement ce qu'il se passe. Et donc, en l'occurrence, voilà, on voit des variations sur un même papier, qui peuvent être quand même assez conséquentes, mais ce n'est pas tout. Il faut que je parle avec mes fournisseurs, il faut que je parle avec mes papetiers. Pourquoi? Parce qu'ils ont des investissements. Ils ont également des trajectoires de réduction carbone. Et donc, il faut parler avec eux. Pourquoi? Parce que le type d'énergie utilisée, est-ce que je suis sur une chaudière biomasse? Est-ce que je suis sur du fioul? Qu'est-ce que j'utilise comme énergie? Ça va influencer le résultat. L'efficacité énergétique, parce que vous avez des investissements prévus ou pas, à court, moyen, long terme sur ces sujets-là. Mais également la proximité et le transport qui va avoir un levier. On a différents modes de
transport. Alors ça reste encore un peu anecdotique en Europe, mais c'est peut-être un levier pour demain pour améliorer les choses tout simplement. Voilà. Donc voilà concrètement, je vais juste vous montrer, je ne vais pas prendre plus de temps parce que je vais laisser la parole justement à la chaîne de valeur, mais c'était vraiment vous montrer comment on peut analyser et qu'est-ce qu'on peut faire de ces chiffres. C'est bien beau de calculer, c'est bien beau de faire son calcul carbone, mais derrière, qu'est-ce que je mets comme action justement pour pouvoir moi-même, dans mon entreprise, vous êtes des TPE, mais la masse fait le résultat, comment je peux réduire justement cette empreinte. Voilà. Et donc, je vais continuer, on va repartir chez les papetiers, puisque je vais laisser la parole à Aude, qui, elle, va pouvoir justement un peu développer ces axes-là d'un point de vue papetier. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui. Je représente aujourd'hui Lenzing Papier, à savoir que c'est une entreprise autrichienne. Alors oui, elle n'est pas en France, on parle de réindustrialisation de la France. Il y a de moins en moins de papeterie en France, il y en a encore. La particularité de Lenzing Papier, c'est d'être une usine unique par sa localisation et par son type de production. Donc, sa localisation en Autriche, dans la région de Salzbourg, si vous connaissez. Il y a beaucoup de compétitions de ski, notamment, dans cette région, mais c'est aussi une région de lacs et de rivières, et donc qui permet donc de nourrir l'usine en eau. Et donc, cette particularité fait que Lenzing se trouve aussi à côté d'un site dont tout le monde pense que c'est le même groupe, c'est Lenzing AG. Lenzing AG produit de la cellulose, produit de la fibre textile à base de cellulose, donc à base de bois, et elle ne fait pas partie de la même société. Par contre, elles font partie du même site, donc ce qui permet à Lenzing Papier de bénéficier de plusieurs choses. La première, c'est la ressource en chaleur, qui sont des résidus de chaleur produites par Lenzing AG. Parce qu'en fait, quels sont les postes les plus importants dans les émissions de carbone de CO2 ? Donc, je vais commencer par là. Ce sont surtout l'énergie qui est utilisée pour sécher le papier. Et aussi, comme il s'agit d'une entreprise qui fabrique du papier recyclé, c'est toute la partie désancrage. Lenzing Papier est une usine unique aussi parce qu'elle produit 100% de papier recyclé à base de vieux papier. Il en existe très peu en Europe. En France, il en existe encore une ou deux. Dans le monde graphique, c'est une des dernières à avoir sa station de désancrage intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire avoir sa station de désancrage intégrée ? Ça veut dire qu'elle fabrique elle-même sa propre pâte à papier à base de vieux papier. Donc c'est un poste qui est très important dans les émissions de carbone et toute la production ensuite, jusqu'à la production donc, de bobines et de feuilles de papier. C'est une des usines qui a l'empreinte carbone la plus faible de toutes les usines de production de papier en Europe, donc 410 kg de CO2 par tonne de papier. Donc là, c'est un exemple pour un des produits qui s'appelle Lenza Green, parce qu'en fait, on parle d'émissions de carbone pour un type de papier. Alors, comment on est arrivé à ce résultat ? D'abord, donc, c'est calculé. Nous, on s'est associé à Climate Partner, donc, qui calcule nos émissions de carbone, ce qui nous permet de calculer sur le protocole donc des gaz à effet de serre, comme disait Mathieu de GHC Protocol. Et c'est certifié par un organisme extérieur, donc on ne peut pas dire n'importe quoi. C'est certifié par le TÜV Austria, donc c'est une organisation, une entreprise qui certifie les émissions de carbone qui sont déclarées par Lenzing Papier, et dans ce cas-là, calculées par Climate Partner. Donc c'est une stratégie de longue date chez Lenzing de réduire ces émissions de carbone, d'avoir une empreinte écologique la plus faible possible. Depuis 2009, Lenzing a décidé de calculer, mettre en place des actions pour réduire son empreinte. Et en fait, voilà, donc ce qui permet d'avoir comment réussir à avoir cette empreinte la plus faible. Donc d'abord, utilisation de résidus de chaleur de l'usine voisine.
la maîtrise donc, de sa station de désancrage et également une électricité générée par hydroélectricité. Donc, Lenzing se trouve dans un pays très carboné, parce qu'à 90% dépendante du gaz. Et là, Lenzing a décidé d'utiliser et de produire de l'énergie hydroélectrique grâce aux lacs et rivières à côté. Comment réussir aussi à réduire son empreinte carbone? Donc en investissant dans différents postes qui sont les plus importants. Donc le désancrage. Là, Lenzing a investi cette année plus de 25 millions d'euros pour en fait moderniser sa station de désancrage, utiliser de nouvelles matières, réduire l'utilisation d'énergie, avoir une efficacité énergétique beaucoup plus importante. Et donc en fait, voilà, c'est pour vous montrer que des actions sont menées de façon régulière et constante pour réduire son empreinte carbone. Oui. Je vous parlerai plus tard de la deuxième partie des 2 degrés, parce que c'est une initiative qui a été importante à mener par Lenzing pour montrer en fait que au-delà de l'empreinte carbone, ce qui est important aussi de savoir, c'est sa contribution au réchauffement climatique. Alors, juste pour vous montrer un petit peu le contexte et les émissions de carbone, il n'y a pas seulement les émissions de carbone, il y a aussi la consommation d'eau et la consommation d'énergie selon les différents types de papier. Donc vous avez les papiers à pâte vierge, les papiers à pâte vierge, les papiers recyclés hybrides. Ça veut dire qu'en fait, l'usine n'a pas sa propre station de désancrage. Le recyclé, les papiers recyclés, voilà, qui est en fait le papier recyclé comme Lenzing, qui a sa propre station de désancrage, et Lenzing. Lenzing se trouve avec des performances les plus importantes parce que ça a été toujours très important pour Lenzing de mettre en place des actions pour consommer moins d'eau, moins d'énergie. Et en fait, la production de papier recyclé, malgré les idées reçues que nous avons depuis toujours, depuis très longtemps, en fait, elles n'existent pas. On consomme moins d'eau et d'énergie que pour fabriquer du papier pâte vierge. Je ne vais pas m'attarder sur ce point parce qu'aujourd'hui, c'est le carbone et les émissions de carbone, la décarbonation qui est importante. Donc voilà, c'est pour vous montrer que Lenzing est un bon acteur et qui s'intéresse en fait à sa décarbonation et mène des actions pour le faire. Nous avons mis en place aussi sur notre site internet un calculateur CO2 qui permet de montrer en fait et d'expliquer par des chiffres que voilà, si vous avez un projet pour un type d'application, donc dans un certain grammage, vous pouvez voir quelles sont les différentes consommations d'eau, d'énergie et d'émissions de carbone pour chaque type de produit. Donc ça, c'est tout à fait disponible et visible par tous. Donc je vous parlais des 2 degrés. Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'en fait, au-delà des émissions de carbone, ce qui était important de savoir pour Lenzing, c'était de se dire, OK, aujourd'hui nous sommes un acteur principal du monde graphique et nous voulons être le moins impactant possible pour l'environnement et pour le réchauffement climatique aussi. Donc, il y a une entreprise qui s'appelle Wright, en Allemagne, qui a développé un concept et un logiciel qui permet de calculer et de mesurer en fait son impact dans le réchauffement climatique. Donc, on a fait cette initiative pour voir où est-ce qu'on se trouvait. Et il s'est avéré que nous sommes aujourd'hui, dans la situation actuelle, avant même l'investissement dans la station de désancrage, Lenzing Papier se trouve aujourd'hui à une contribution à 2 degrés de réchauffement climatique. Donc, ce n'est pas encore en ligne avec les accords de Paris qui nous demandent d'aller jusqu'à 1,5 degré.
Mais en tout cas, on est assez fiers de dire que l'impact du réchauffement climatique, il est là, évidemment, mais il est quand même très amoindri. Donc c'est une démarche qui a été initiée par Lenzing et qui est en train de se généraliser en fait à plusieurs secteurs, surtout en Allemagne, puisque Wright est allemand. Donc toutes les grosses entreprises d'Allemagne sont en train de mesurer et calculer pour aussi voir quelles sont les différences dans un même secteur et mener des actions peut-être communes dans le secteur pour arriver à avoir le moins d'impact possible. Merci Aude. Très intéressant, du coup, on voit bien qu'il y a des actions qui sont mises en place côté papetier, et donc ça permet à nous, imprimeurs aussi, de faire le choix et de faire les bons choix quand on parle d'achat. La difficulté, c'est que certains aussi passent par les distributeurs, donc on rajoute aussi une étape qui peut être aussi un peu plus compliquée. Mais en fait, le mot-clé, il est vraiment, il faut parler avec ses fournisseurs, il faut échanger avec eux, il faut essayer de bien comprendre. On n'a pas abordé aussi l'aspect transport. Certains papetiers vont travailler sur de la multimodalité du bateau, par exemple, quand ça part de Finlande pour arriver justement à Dunkerque. Dunkerque, on décharge et ensuite on va avoir du camion ou du ferroutage dans certains cas, sur certaines zones, quand c'est possible, même si ça reste à la marge. Après, comme on l'a dit, il y a l'aspect macro aussi qui compte. Il y a des décisions politiques qui doivent être actées et qui doivent être prises pour pouvoir réduire ensemble l'empreinte carbone. Voilà. Et maintenant, j'aimerais bien me concentrer, qu'on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des clients. Pourquoi ? Parce qu'on a eu la chance d'accompagner tout le groupe Paragon sur l'utilisation de Climate Calc. Donc, on a vu que les papetiers ont leur calculateur. Donc ils ont les données, ils savent nous les donner. Nous, imprimeurs, on a l'outil qui existe, qui permet de calculer les émissions de CO2. Et donc on a accompagné, comme beaucoup d'imprimeurs, tout le groupe Paragon. Et Mathilde est donc là aujourd'hui pour nous parler un petit peu des demandes clients qu'on peut avoir et quelle est la pression par rapport au marché vis-à-vis d'un imprimeur. Globalement, vous m'entendez aussi globalement, Paragon, donc déjà, juste pour revenir, Paragon, vous connaissez certainement, on est un très vieil imprimeur avec plus de 100 ans. Je ne sais pas si c'est ma montre. Il faut que je me rapproche, merci. Donc, très vieil imprimeur, une somme d'acquisition. On remonte notre démarche RSE et les premières certifications environ à 1995. Donc, c'est mon âge, hein, c'est ma date de naissance. Donc, c'est vieux. Et... Pardon. Excusez-moi. Vous êtes jeune. T'es jeune. On a une démarche qui est longue, malgré tout. Et elle a vraiment pris une amplitude depuis 2 ans, justement, avec la mise en place d'une direction impact et RSE. On avait des sites, donc Paragon, c'est 26 sites en France, dont 16 industriels. Et depuis la mise en place de cette direction impact RSE, on a mis en place toute une trajectoire, une démarche politique transversale. Moi, je fais partie justement de la partie transversale du groupe et dont je fais partie depuis 2 ans. Je fais partie de Paragon depuis 5 ans. Et donc, depuis 2 ans, on a mis en place les Climate Calc sur les 16 sites industriels. Et ça nous a énormément aidé dans notre réponse aux attentes des clients, justement, parce qu'on a vu une maturité croissante, notamment au sein des grands groupes. Maintenant, concrètement, les clients sont en mesure de nous demander des émissions, déjà, d'une part, nos engagements carbone, nous demandent concrètement comment on progresse sur notre trajectoire, et puis ensuite, bien sûr, dans les appels d'offres, ils nous demandent des engagements dans la production, de réduction des émissions carbone. Dans les offres concrètes, ils nous demandent de définir des réductions d'émissions par an, par commande, et on les suit. Et là, très récemment, on a même, pour piloter justement leur scope 3, des demandes de mesure de leurs émissions sur l'ensemble d'une production pour le client sur toute une année fiscale. Donc ça veut dire, d'ailleurs, on vous enquiquine, on vous dérange. J'ai l'impression qu'il y a un écho, oui. Mais je ne sais pas si je peux changer quelque chose.
du coup, on a une demande de mesure de des émissions carbone sur toutes les commandes, par exemple d'un très gros client, sur toute l'année fiscale. C'est colossal, et heureusement, avec la mise en place notamment de ClimateCalc, ça nous permet de mesurer, nous, les émissions carbone, mais c'est une démarche, puisque 90%, quasiment 90% de notre scope 3 vient de notre chaîne de valeur approvisionnement. Eh bien, le travail, il est obligatoirement co-construit avec nos fournisseurs. Voilà pour la partie demande client. Et comment justement vous arrivez à réduire, quelles actions vous mettez en place pour pouvoir, parce que vous avez calculé, là vous êtes à l'étape du calcul, de l'état des lieux on va dire, quelles sont les actions du coup, court, moyen, long terme peut-être, pour réduire l'empreinte carbone de Paragon? Du coup, première étape, effectivement, mesurer. Déjà, c'est une très grosse étape. Donc pour mesurer, on mesure déjà nos scopes 1 et 2. Et ensuite, la partie mesure, scope 3, ça passe par réussir à avoir davantage d'informations de la part des fournisseurs. Nous, nos interlocuteurs, principalement, ça va être les imprimeries, vraiment dans la partie print management. Mais effectivement, on a toute la partie matière première transversale. Et donc, en fait, ça va être d'obtenir les informations, d'accompagner nos fournisseurs en leur faisant comprendre qu'on a un besoin très important, de plus en plus, d'avoir les données, qu'ils aillent vers, justement, la mesure de leurs émissions carbone pour que nous, on puisse les intégrer dans notre scope 3, mesurer pour pouvoir comparer, parce que l'objectif, c'est de pouvoir valoriser les solutions qu'on va proposer. C'est ce que disait Hugues-Marie. Si on veut pouvoir être compétitif et continuer d'avoir une activité croissante, ou du moins pérenne, il va falloir valoriser l'évolution qu'on fait vers une trajectoire de carbone, des émissions carbone réduites. Donc si on trouve des solutions, si on propose des solutions, elles ne sont pas forcément à moindre coût. Il faut les valoriser auprès du client. Pour les valoriser, il faut qu'on puisse mesurer, il faut qu'on puisse expliquer, et donc faire preuve de pédagogie. Donc ça passe par, chez Paragon, la mise en place du ClimateCalc pour mesurer au sein de nos sites. On est dans un projet de calculette carbone en partenariat avec Ecograph et des partenaires internes et externes. Peut-être que parmi vous, j'en ai pas reconnu, sont déjà impliqués dans la calculette carbone de Paragon. L'objectif de cette calculette, c'est de calculer les émissions carbone de la business line marketing service. Donc on a 6 business lines au sein de Paragon. La business line marketing service a ce projet de calculette carbone. Son objectif, c'est de pouvoir fournir au client directement, à l'issue de sa commande, les émissions carbone qui sont associées à sa commande. Donc c'est très ambitieux. Et cette démarche, c'est la première phase pour ensuite pouvoir dire ça, c'est votre commande actuelle avec les émissions carbone actuelles. Qu'est-ce qu'on peut faire comme choix? Donc, qu'est-ce que vous, clients, vous pouvez faire comme choix pour réduire vos émissions? Et qu'est-ce qu'on vous propose comme solution? Et donc, à travers notre chaîne de valeur, ce n'est pas que Paragon, mais avec l'aide de nos fournisseurs, qu'est-ce qu'on propose comme solution pour réduire les émissions carbone de votre commande? Et ça permet, l'objectif, c'est de donner au client le pouvoir de réduire son scope 3 qu'il n'a pour l'instant pas parce qu'il ne pilote pas. Et nous, pour lui permettre de le piloter, il faut qu'on puisse mesurer, comparer et effectivement proposer des solutions. Est-ce que j'ai... La vraie difficulté chez Paragon, c'était surtout la multiplicité des activités qui ne sont pas forcément print, où l'outil ClimateCalc est adapté à des imprimeurs, mais dès qu'on sort de l'aspect impression, on va être à côté. Donc on a une multiplicité des activités, on a beaucoup de sites et on a une autre problématique qui est la sous-traitance. La sous-traitance entre imprimeurs. Et il y a certainement beaucoup d'imprimeurs présents dans la salle ou en France qui travaillent indirectement pour Paragon et donc pour les clients. Et donc il y a cette nécessité de remontée d'informations. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet qui est prenant, qui monte et qui va monter de plus en plus au cours des années. Pourquoi? Parce que ces grands donneurs d'ordre ont des trajectoires carbone. Ils doivent réduire leurs émissions de CO2, leurs émissions carbone, et donc aller dans la bonne trajectoire.
Au-dessus, bien sûr, on est dépendant aussi des politiques, puisque les politiques vont s'appuyer sur les grandes entreprises pour pouvoir acter les choses. Donc en fait, c'est toute la chaîne de valeur qui est concernée par cette problématique-là. Et s'il nous manque un maillon dans la chaîne de valeur, eh bien, on est dans l'impossibilité de fournir cette donnée et donc d'aller dans le bon sens et de travailler sur ces sujets-là. Voilà, c'était un peu l'idée de ces échanges. Est-ce que peut-être vous voulez rajouter un petit mot complémentaire ou... C'est exactement. Le mot-clé, tu as dit demain, c'est la transparence. Selon moi, nous, Direction Paragon, au niveau de la RSE, la seule façon de pouvoir atteindre une démarche ou une activité, en fait, service graphique pérenne, qui répondent quand même aux objectifs de réduction des émissions carbone, c'est d'avoir les informations et donc de faire preuve de transparence. Et comme notre chaîne de valeur, elle n'est pas opaque, comme par exemple le textile qui pourrait remonter à plein de fournisseurs, c'est réaliste, mais pour le réaliser, il faut qu'effectivement chaque acteur de la chaîne de valeur fasse l'effort de partager toutes les actions qui sont mises en place, les mesures et les solutions. Et effectivement, il y a déjà des choses qui sont mises en place. Lenzing est un fournisseur de Paragon. On ne savait pas pour la partie des ancrages en interne. Et c'est quelque chose qui se valorise énormément. Et c'est seulement en le sachant qu'on peut le valoriser. J'ajouterais qu'en fait, ce qui est important, c'est de collaborer tous ensemble, de co-construire. Tu parlais de co-construction, c'est important, surtout dans des moments comme aujourd'hui où la demande est peut-être un peu faible sur certains secteurs, notamment le secteur graphique. Donc on a tout intérêt à travailler tous ensemble, main dans la main, pour faire en sorte que le papier soit encore bien vivant, bien reconnu, et cette transparence est super importante. Et notamment, tu parlais de distribution. La distribution met je ne sais pas pour quelle raison, un filtre sur la production de ses propres produits en disant qu'elle est productrice. Un distributeur n'est pas producteur. Donc, informez-vous. Pour moi, c'est super important de questionner vos fournisseurs, distributeurs, papetiers, fournisseurs de plaques, etc., pour savoir quelle démarche ils mettent en place. Parce que je suis sûre que chacun apporte sa pierre à l'édifice et qu'on va tous finalement dans le même sens. Je ne vois pas de mots complémentaires. Merci. J'aurais juste une question cash à vous poser à tous, peut-être à Aude et à notre ami de Paragon. Tout ce qui est fait est louable, et même incontournable. Quel est le modèle économique qu'il y a derrière, puisqu'en fait, tous les acteurs qui se sont lancés dans la production vertueuse et l'approche intégrée sont moins 10 ans sur le marché. Et ne sont là que pour rester dans la shortlist imposée par les donneurs d'ordre. Moins 10 ans. Moins 10 ans. Moins 10 ans, bien sûr. On ne fait que... Les prix industriels du secteur du marketing service ont baissé de 40% en 7 ans. Où est la part de la richesse, de la valeur ajoutée, de tout le travail que vous faites? Où est-ce que c'est pris en compte par les donneurs d'ordre? Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Très bien. Ça ne l'est pas. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est ça. T'attendais cette réponse. Très bien. Mais bon, c'était une petite note d'humeur, n'est-ce pas? Merci en tout cas, parce que vous faites un super boulot. Avec Mathieu, évidemment. C'est ça. Merci Mathieu. Merci. Avant qu'on aille déjeuner, on a la chance d'avoir dans la salle un intervenant. Alors je dis bien la chance, la fierté
La grande fierté, je sais qu'il est modeste, mais comme tous les grands experts, il est aussi sachant qu'il est modeste. Tellement de choses sont dites sur les algorithmes et sur les systèmes qui nous échappent. Tellement de choses sont dites sur le fait que les robots vont remplacer les hommes qu'on est allé chercher, Gregorio Ameyugo, qui est bien sûr le patron d'un grand service du CEA consacré à la robotique et à l'IA, mais surtout un expert mondial du domaine, et qui a une approche totalement humaine, presque humaniste de la maîtrise de l'IA. Gregorio, quand vous allez sur les replays des chaînes d'information, les interviews de BFM, tout ce que vous voulez, la façon dont il parle de ce qu'est l'innovation et la maîtrise nécessaire, la reprise en main, en fait, de toutes ces innovations, c'est un exemple type à ceux qui pensent que tout ce qui relève de la dématérialisation, on le verra également avec Guillaume Pitron dans l'après-midi, c'est le rêve, le paradis, le Graal. Lui, c'est l'anti-Graal là-dessus, et on lui laisse la parole parce que c'est une grande fierté de l'avoir parmi nous. C'est rare qu'on puisse s'adjoindre les compétences de quelqu'un de ce niveau.